Alors, je pense que les questions ne vont pas manquer. Peut-être quand même, Alain Youn, vous aviez quelques Oui, éléments pratiques que vous oui, vouliez. non, j'ai effectivement quelques éléments complémentaires qui sont. Je pense que le document qui devait être présenté, vous l'aurez dans les actes de la journée, mais juste quelques éléments complémentaires sur la compréhension des choses. Le premier, David était encore vice-président de la région. On a conclu fin 2020 un schéma directeur des mobilités entre la région et l'Eurométropole. Pour bien dire, je dis bien schéma des mobilités, prenant en compte l'ensemble des mobilités, que ce soit le train, les bus, le vélo, le covoiturage, etc., avec aussi que va faire chacun, quelles vont être les modalités, à la fois, une fois qu'on avait dessiné les orientations et les priorités, c'est comment on allait faire concrètement et notamment financièrement. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Deuxième élément, dans le saut de l'offre qu'on avait prévu, c'était 800 trains supplémentaires par semaine. Nous en faisons aujourd'hui 650 de plus. C'est-à-dire que c'est pas pour, je dirais, c'est quand même quelque chose qui était une étape extrêmement importante. C'est-à-dire, on augmentait de 30% des flux parce que Strasbourg est une des premières gares TER en dehors de Paris, et donc une augmentation de 800 trains supplémentaires par semaine en gare de Strasbourg, c'était l'objectif. Aujourd'hui, nous en sommes à 650, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qui a fait les crispations? C'est pas qu'il y en ait 650, c'est qu'on en ait promis 800 et que le fait d'avoir pris cet engagement sur les 800, je dirais, ça a un peu eu des dégâts collatéraux sur le reste. C'est-à-dire, si nous avions dit on part sur 650 trains supplémentaires par semaine sur l'étoile ferroviaire de Strasbourg, ce que nous faisons aujourd'hui, je pense qu'à la fois les collectivités, les usagers auraient été tout à fait au rendez-vous. Et donc je pense qu'un des éléments, je ne dis pas de ratage, mais en tout cas de difficulté, ça a été cette incapacité, mais cette difficulté à se dire, voilà ce qu'on est en mesure de faire en termes de cadencement et d'amplitude horaire. Donc, c'était quand même un saut important. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est un saut important, mais il faut que nous retrouvions la confiance des usagers parce que, je dirais, une fois que ces engagements ont été pris, c'était extrêmement compliqué. Là, je dis bien sur le ferroviaire. Mais qu'est-ce qu'a également permis ce schéma directeur des mobilités? C'est de faire ou d'avancer sur un schéma directeur des cars express que nous sommes en train de finaliser. Je disais avant, si on ne veut pas qu'il y ait du désaménagement du territoire, il faut que ce schéma directeur des cars express, qui a les mêmes ambitions en termes de cadencement sur ces lignes structurantes que le train. Et donc, le démarrage sur le ferroviaire a permis cette avancée sur les cars express, dont l'objectif, c'est de doubler en termes de nombre de passagers par jour, passer de 25 000 à 50 000 en termes de cars express. Et je pense que c'est ça qui est important. Troisième conséquence de ce démarrage de ce schéma directeur des mobilités, c'est de travailler à la fois sur le réseau cyclable et sur le rapport vélo-gare. Il y a quelques semaines, la région, effectivement, a fait une avancée sur les vélos en libre service dans les gares. La même chose au niveau de l'Eurométropole. On avait déjà démarré depuis un petit bout de temps. C'était jeudi. Bah oui, David, désolé, tu connais le dossier beaucoup mieux que moi. Je pense que c'est pour ça que je dis il faut commencer par un bout, puis après il y a un effet d'entraînement que l'on ressent, en tout cas qui se concrétise. Quand je reviens avant, je parlais des investissements sur lesquels, effectivement, je suis d'accord, il manque peut-être un zéro, je suis tout à fait d'accord avec toi, Franck. Mais si ces investissements, et je le redis, et je le redis, si
ces budgets d'investissement, on n'arrive pas à les concrétiser, à les consolider par la capacité des collectivités à assumer le fonctionnement, dans 5 ans, je vous donne rendez-vous dans cette salle, peut-être pas à la même heure, pour dire nous n'y arriverons pas. Et l'ensemble des collectivités, les EPCI, les agglomérations, les régions, vont faire un espèce de constat d'échec entre la belle idée des SERM et notre capacité à le mettre en œuvre. Aujourd'hui, ça s'appuie certes sur les investissements, mais beaucoup sur nos capacités en termes de fonctionnement. Je dis tout simplement, il faut aussi faire un certain nombre de priorités. Combien l'État a-t-il consacré à l'aide à la pompe ces dernières années? Je crois que c'était 7 milliards d'euros en 2 ans. 7 milliards d'euros en 2 ans. Donc, si aujourd'hui, l'État ne peut pas consacrer autant sur une période d'1 an, c'était 1 an et demi, les 7 milliards, si l'État ne peut pas consacrer la même chose à la mise en œuvre des services express régionaux, métropolitains, ben, nous n'y arriverons pas. Et donc, c'est aussi, je donne ces 2 chiffres pour qu'on ait quelque part la quadrature du cercle. On a trouvé 7 milliards pour l'aide à la pompe, qui était certes nécessaire à un moment. Je crois qu'aujourd'hui, et tu le disais, le zéro qui manque, c'est de retrouver un minimum d'équilibre entre l'investissement que nous faisons pour l'automobile, pour la faire tourner, et l'investissement indispensable et nécessaire pour les transports publics du quotidien. Madame Mélier, vous vouliez aussi ajouter un petit... Sur la partie financement, je partage tout ce qui vient d'être dit, d'autant plus que on peut dire le SERM ou le RER, selon la labellisation, enfin bref, constitue une aubaine à remettre à niveau le réseau ferroviaire par les collectivités. Moi, je vois effectivement sur le Médoc, la ligne du Médoc doit être régénérée. Et effectivement, c'est les collectivités qui vont contribuer avec l'État, 30%, à régénérer la ligne. Donc je crois qu'effectivement, l'État et la SNCF doivent effectivement, notamment l'État, contribuer au financement. Il faut que l'État tienne ses engagements, et 700 à 800 millions, mais bon, vous avez parlé d'études. Nous, les études, on les a réalisées, mais on va aller plus loin. Donc c'est sûr qu'il faut d'autres moyens financiers, d'autant plus, comme je viens de le dire, c'est une aubaine pour la SNCF. Donc l'État et la SNCF doivent effectivement intervenir à un plus haut niveau. Oui, alors, je suis d'accord avec toi, Alain, sur l'aide à la pompe. Le gouvernement a un côté Shadok qui me... Mais si, moi je le dis aussi. Je suis assez d'accord avec toi, enfin, qui exaspère aussi parfois. Alors, ce pognon en fonctionnement, où est-ce qu'on peut le trouver? Le versement mobilité, moi je ne suis pas sûr qu'il faille encore l'augmenter. Je pense qu'il y a des limites sur lesquelles les entreprises peuvent faire. Les autoroutes. SANEF, c'est 2031, la fin. Hein, et puis... Vinci 2033. Bon. Moi, je crois qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Moi, je connais bien le sujet, je veux dire. Parce que dans une autre vie, j'ai été le directeur des affaires publiques du groupe Vinci. Bon, je vous rassure, ils m'ont viré pour faute. Hein, donc, je ne suis plus marié avec eux. Mais, alors certes, si au départ, Vinci, SANEF ont mis beaucoup d'argent pour remettre les autoroutes en l'état, parce que je veux dire, l'État, vous savez ce que c'est, hein, il empoche le pognon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais au lieu de remettre le pognon dans le transport, il va le mettre ailleurs. Voilà. Et ce que disait tout à l'heure notre ami Tabarot, il avait parfaitement raison. Il faut que maintenant, l'argent qui vient du transport aille au transport. Ça, c'est très important. Donc, les autoroutes ont été remises en état. Donc, sur les 30 ans, allez, disons que les 15 premières années, ils n'ont pas gagné beaucoup de pognon. Hein, non, ils n'ont pas gagné beaucoup de pognon. Mais, alors, entre la 15e et la 30e, hein, vous connaissez l'expression, c'était en or. Voilà. Et surtout que maintenant, quand on va les remettre sur le marché, il n'y a plus besoin de les remettre à niveau, puisqu'ils sont obligés de les rendre comme neufs.
Donc ça coûte beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il y a des choses là à faire, il y a vraiment de l'argent à gratter. Et je pense qu'on peut très très bien relancer, je dirais, demain les DSP. Je pense qu'il faut laisser des DSP. L'État ne saura jamais entretenir ce genre de choses, mais de leur dire, alors que vous gagnez 1 euro auparavant, maintenant vous nous enfilez 50 centimes à chaque fois que vous gagnez 1 euro, et vous verrez, vous gagnez encore beaucoup d'argent. Après, il y a l'aéroportuaire. Là aussi, il y a des concessions, je peux vous dire, si les aéroports, ça gagne 100, si les autoroutes, ça gagne 100, les aéroports, là aussi, vous pouvez rajouter un zéro. Donc, il y a aussi un peu d'argent à aller chercher là-dessus. C'est un type de droite qui vous le dit, en plus. Donc, voilà, il y a des moyens, et ça tombe à partir de 2031. C'est pile poil au moment de l'effort, si vous voulez, qu'on va demander en matière d'investissement. Et puis après, il y aura le fonctionnement. Parce que moi aussi, je dois doubler mes trains. Sauf que j'en ai 1250. Donc, vous imaginez ce que ça représente. C'est-à-dire, dans ma convention, c'est 250 millions d'euros de fonctionnement en plus par an. D'accord ? Et il faut que j'achète beaucoup de trains. 130 trains à peu près. Un peu plus de 2 milliards d'euros de trains. Donc, comment voulez-vous que les régions, demain, prennent à la fois en charge même 50% de l'investissement pour demain, ensuite, aller supporter en fonctionnement autant d'argent? Ça n'est pas possible. Donc, je dirais, le schéma financier, il reste à trouver aujourd'hui, mais il y a des moyens de le faire. Voilà, merci. Alors, on a 2 demandes de prise de parole. Je vais commencer par monsieur qui attend depuis la première table ronde. Bonjour. Bernard Lancel, Forum d'Aglo du Grand Genève. Donc je voulais vous parler d'une opération qui marche, qui existe, et les trains arrivent généralement à l'heure. C'est le Lex ou Léman Express. Il a été inauguré en 2019. Il fonctionne. On cherche juste côté France, France voisine, comme disent nos amis suisses, à le développer dans 3 directions. Vers le pays de Gex, 100 000 habitants, où il n'y a pratiquement pas de transport en commun. Enfin, c'est une catastrophe. Vers la gare TGV de Nurieux, donc pour alimenter le département de l'Ain, et vers le sud, Culose-Lyon. Voilà, c'est tout. C'était la simple information que je voulais vous donner pour apporter une pierre au débat. Merci. Par aux Suisses et aux Japonais, on peut se faire harakiri tout de suite. Merci à vous, Herman. Oui. Bonjour, Herman Schneider, je fais partie de l'équipe Objectif, mais aussi de la FNOT, notamment en Ile-de-France. Et sinon, je travaille chez Transdev, donc créant Bordeaux, et puis demain, enfin, à partir de juin 2026, Marseille, Toulon, Nice, donc premier TER. Et je suis chez Transdev aussi, donc responsable syndical. Donc ma remarque, plutôt qu'une question, porte sur le volet social, qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'évoquer. Ce n'est pas le sujet principal, mais le choc d'offre ne peut pas être réalisé s'il n'y a pas de travailleurs, s'il n'y en a pas des conductrices et les conducteurs de train et de cars. Le travailleur qui est au service, en fait, on a beaucoup parlé du service, au service de la planète. Aujourd'hui, on n'a pas forcément ce sentiment-là. Ça commence par la formation. Je pense à l'initiative, par exemple, heureuse comme Ferrocampus dans votre chère région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi beaucoup d'efforts qui sont faits par les sociétés, quelles que soient les sociétés, pour former les gens. Mais quid? Je pense à Alain, par exemple, donc belle région Grand Est, mais peut-être aussi dans les Hauts-de-France. Quid quand la formation est faite et quand 9 collègues sur 10, après la formation, partent au Luxembourg ou d'autres pays parce qu'ils trouvent 3 fois plus de salaire, sans penser à Genève ou à Zurich, ce qui se passe. Mais ce volet social, de trouver la force sociale ensuite pour travailler là-dessus, dans le métier, pour fidéliser ensuite les gens, je pense que c'est un sujet majeur. Et donc, on n'a sans doute pas un problème général aussi important
seulement sur le rail, mais sur le complément, sur l'interurbain, avec les conventions collectives qui ne donnent pas le sentiment aux jeunes de pouvoir s'y engager d'une manière importante. Il y a un sujet très important à traiter pour vraiment être au rendez-vous de nos concitoyens pour assurer un service rail et route digne de ce nom. Mais merci. Oui, non, vous avez entièrement raison. Bon, en plus, je suis sénateur depuis 15 jours, mais on m'a demandé d'être rapporteur immédiatement sur, je dirais, l'ouverture à la concurrence des bus parisiens. D'accord ? Donc, voilà, c'est un vrai sujet. Et j'ai pu m'entretenir et auditionner un certain nombre de personnes, dont les syndicats, effectivement, qui me font part de cette difficulté. Et on l'a tous vu sur l'après-Covid, on a eu un énorme problème pour trouver des conducteurs de cars. Donc, il y a là une sorte de sac à dos social très important qu'il faut absolument trouver dans ces négociations. Sinon, effectivement, on ne trouvera pas suffisamment de gens. Les jeunes ne sont plus tellement intéressés. Et puis, il faut aussi tout se dire. Moi, quand j'ai 100 jeunes qu'on a présélectionnés pour conduire un car, je dirais, dès que je les ai fait pisser dans un bocal, j'en ai éliminé déjà 30%. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, oui, vous voulez, la fumette, c'est difficile entre 18 et 30 ans. Et donc, on ne peut pas permettre à des gens qui fument du hakik, comme disait Coluche, et qui conduisent 50 personnes. Ce n'est pas des blagues, c'est 30% de ceux qu'on veut recruter à qui on est obligé de dire non. Et on a déjà peu de gens qui viennent. Donc, il faut véritablement revaloriser un peu ce travail des conducteurs. Alors, vous parliez du Luxembourg, mais moi dans les Hauts-de-France, par exemple dans l'Oise, ça fait partie des Hauts-de-France, je subis la concurrence de la RATP, qui paye mieux que... Voilà, pour moi, le Luxembourg, c'est Paris, si vous voulez. Donc, il y a un vrai sujet à ce propos. Sur cette question, effectivement, vous avez dit autant le car que le rail. Et aujourd'hui, au niveau du rail, la SNCF, la suppression du statut des cheminots a effectivement, malheureusement, a joué sur le fait que des jeunes, aujourd'hui, ne restent plus à la SNCF. Le statut permettait de compenser, effectivement, les aspects plus ou moins délicat ou négatif du travail qu'ils faisaient. Mais c'est pour ça que, oui, vous avez raison de poser la question. Et en même temps, si on veut que le RER fonctionne dans les meilleures conditions, ce que vous avez dit tout à l'heure, tard le soir, tôt le matin, enfin, le plus largement possible, il faut des salariés. Et là, on a été confronté récemment sur la ligne du Médoc. On a une grosse entreprise qui nous a demandé d'utiliser la ligne, mais c'est une ligne unique. Et donc, pour l'utiliser, il fallait qu'il y ait un cheminot le matin de bonne heure et le soir tard. Eh bien, on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait. On a obtenu qu'une ligne donc de RER saute pour laisser passer effectivement le train, donc le fret ferroviaire, parce que la SNCF n'a pas mis le personnel qui aurait permis d'assurer le fret ferroviaire de cette entreprise. Donc, on voit comment aujourd'hui la question sociale peut aussi avoir des conséquences sur l'activité même des transports et notamment du fret. Je pense par rapport à ça, juste 30 secondes, je pense que sur ça, il faut travailler sur la mise à niveau des statuts des personnels de tous les opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, effectivement, c'est le dumping social, et donc ceux qui en font parfois les frais, notamment dans les réseaux de cars urbains ou interurbains, mais c'est effectivement les sous-traitants qui se développent parce qu'ils font un peu du dumping social. Et aujourd'hui, non seulement par rapport à cette question-là, je crois qu'il y a une nécessité politique de se dire il faut arrêter ce dumping social. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, si on veut développer dans les prochaines années l'ensemble des modes de déplacement de transport public, que ce soit le car ou le train, il faut qu'il y ait quelque part une mise à niveau
des statuts des opérateurs. Nous, on a aussi en concurrence par rapport à l'Allemagne sur un certain nombre de choses. La France, je vais très vite, forme un certain nombre de conducteurs et effectivement, ils font 5 km et ils vont travailler en Allemagne. Donc ça aussi, au-delà de la question de la régulation européenne, qui est encore un autre sujet, mais en tout cas, cette régulation et cette mise à niveau du statut des salariés, des opérateurs, me semble être une nécessité, pas un préalable, mais en tout cas une nécessité. Si vous me permettez, je voudrais encore poser une question à Strasbourg et à Bordeaux, parce que c'est-à-dire, on est dans la table ronde retour d'expérience, et c'est les dernières minutes. C'est un peu une question d'ailleurs qui peut faire la transition avec la troisième table ronde qui traitera des perspectives. Dans le retour d'expérience, j'attendais aussi le quid du choc de demande qui a pu être consécutif au choc d'offres. C'est-à-dire, est-ce que les usagers se sont précipités vers les nouveaux services que vous avez rendus? Quelles conditions faudrait-il réunir pour améliorer encore ça? Et est-ce qu'il y a là aussi des leçons à retenir pour ceux qui vont se lancer dans l'aventure? Je dirais je sais plus, c'était en décembre 2022, il y a eu effectivement non seulement une appétence, mais toute une série de personnes qui ont dit je vais choisir le ferroviaire. Parce que tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, en fonction du territoire. Et donc, il y a eu une appétence. Malheureusement, cette appétence s'est rapidement, je dirais, a été refroidie. Alors certes, il y a eu un certain nombre de grèves, mais surtout, il y a eu la difficulté de l'organisation des opérateurs qui a fait que, ce que je disais avant, dire une fois ça va, deux fois ça va, la troisième fois, on revient naturellement à la voiture. Donc aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, quand je disais avant, c'est 650 trains supplémentaires par semaine. On a demandé à la SNCF, vous sécurisez ça, vous fiabilisez ça, et que, je dirais, ça a démarré là à partir du mois de septembre. Si on arrive à sécuriser ces 650 trains, ce n'est pas tout à fait une paille quand même. Ça fait 125 trains supplémentaires par jour qui arrivent en gare de Strasbourg. Je dirais c'est le début du changement de cap, c'est-à-dire de redonner confiance, de reprendre les transports collectifs. Après, tout sera, je ne sais pas si tout sera possible, mais en tout cas, tous les espoirs seront de nouveau permis quand pendant une période de 3, 4 ou 5 mois, je dirais, il y aura cette fiabilité, cette confiance et cette régularité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que pendant 10 ans ou 15 ans, on a pris sa voiture, même quand il y avait des bouchons, etc. Quand on a changé de cap, on s'est dit, je prends le train, et quand au bout de 5 jours, patatras, je dirais, pour redonner confiance, il faut un peu de temps, parce que, je dirais, utiliser un mode de déplacement, c'est à la fois du confort, c'est de la vitesse, et puis c'est aussi un peu de sécurité dans quand est-ce que je pars, quand est-ce que j'arrive. David Valence en parlait avant. Donc, c'est toute cette nécessité de retrouver confiance, et donc on verra, je pense au mois de juin prochain, si les usagers seront durablement au rendez-vous. Donc je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Et Bordeaux? Oui, mais pour Bordeaux, effectivement, je vous ai parlé de 136 trains supplémentaires par semaine, et là, pour l'année qui arrive, on annonce 46 trains supplémentaires. Il y a donc une utilisation de plus en plus importante du train, tant et si bien que parfois, on ne peut même pas rentrer dans le train parce qu'il est vraiment comblé. Donc, il nous faut des trains supplémentaires. Et 46 sont prévus au-delà des 136 déjà. Ce qui montre bien que on parle souvent de bouche à oreille, mais ça ne suffit pas. La communication également doit jouer. À mon avis, elle est insuffisante. Il faut effectivement mieux valoriser, que ce soit la région, que ce soit la métropole, que ce soit les collectivités qui sont mieux valoriser ce que représente effectivement le RER, moi je le dis comme ça. Mais vraiment, il y a, je reprends le terme que vous avez dit, une appétence pour le train.
et une volonté d'ailleurs, dans les réunions du comité de ligne, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Il y a une volonté d'enrichir. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la concertation qu'on a tenue. Il y a, non seulement il y avait, donc, je vous dis, plus de 500 personnes, mais chacun venait avec des propositions pour réouvrir des haltes. Et donc là, on a engagé une réflexion sur les propositions émanant de la population et pour qu'elles soient applicables en 2030. Donc, des études sont engagées. Autre chose, les cars express. Les cars express, donc, on a eu effectivement un accueil très, très riche au niveau de Bordeaux-Créon. Et là, on va ouvrir une nouvelle ligne, Blaye-Bordeaux. Et on va ouvrir, ça c'est pour janvier 2024, et en fin d'année, ça sera le nord du bassin d'Arcachon vers Bordeaux. Donc, il y a la demande est là. Voilà. Alors, pourquoi les cars express? C'est là où il n'y a pas de ligne SNCF. Sauf que, je tiens à préciser, Blaye-Bordeaux, on pourrait réouvrir la ligne. À ce jour, la réouverture, malheureusement, n'a pas été retenue par la région et la métropole. Moi, je fais partie de ceux qui demandent la réouverture. Néanmoins, le car express va nous permettre d'attendre. Mais il faut surtout faire en sorte de développer effectivement les lignes et les petites lignes, parce qu'elles sont les transports du quotidien de proximité. C'est ça qu'il faut. Donc oui, il y a là l'espoir du report modal. Et le report modal se réalise au fur et à mesure. Très bien. Okay, simplement une minute, je vous prends. Non, je veux vraiment attirer votre attention sur un sujet qui nous arrive là pour le mois de juillet. Tu parles d'appétence. Tu parles de volonté et de confiance, redonner la confiance aux gens de prendre les trains. Le pass à 49 € qui est annoncé là, ce que j'ai dit dans la presse, j'ai dit, mais le président de la République a une très bonne idée, mais il faut qu'il arrête d'avoir des très bonnes idées avec le pognon des autres. D'accord ? Bon. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes pas prêts. Les régions ne sont pas prêtes. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que l'État veut dire, allez, le ministre a dit, dès le mois de juillet, passe à 49 €. Très bien, hein, moi je suis pour, mais pas en juillet. Donc il y a des tas de gens qui vont venir dans le train, on ne va pas pouvoir les transporter, on ne va pas pouvoir les accueillir. Donc l'appétence pour le train et la confiance pour le train, on va la tuer. Donc on va trop vite là-dessus. Voilà. Voilà, eh bien... Je pense que j'ai déjà nettement dépassé les temps impartis et je vous propose une rapide pause avant de passer à la troisième table ronde. On se retrouve à 17 h.